Laurent Kurtman est coach en nutrition et créateur de produits pour Power Pups. Laurent est aussi entraîneur et pratiquant de course à pied longue distance. Et dans chaque épisode, Laurent nous aidera à y voir plus clair dans cette jungle d'informations qu'est la nutrition sur l'instant outdoor. Salut Laurent, comment vas-tu ? Ça va François, bonjour à tous. Eh ben écoute, super, j'espère que t'es en pleine forme parce que là on est parti pour traiter d'un sujet qui est quand même primordial chez les sportifs, qui est la nutrition. Et aujourd'hui on va parler des fondamentaux de la nutrition, c'est-à-dire que on va s'intéresser à savoir comment est-ce que on s'y retrouve parmi toute cette masse d'informations et finalement quelles sont les choses les plus importantes à savoir et aussi quelles sont les pratiques qui finalement restent anecdotiques et que pourtant certains placent au cœur de leur préparation et qui finalement c'est pas forcément les choses les plus intéressantes comme pratiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que la nutrition ? Vaste, bonne question et vaste sujet. Donc la nutrition, c'est manger. Ensuite, c'est quelque chose de très personnel. À mon sens, la nutrition, on peut demander à 100 personnes et on aura 100 réponses différentes sur ce qu'est manger, le plaisir que ça procure, les angoisses que ça peut procurer aussi pour certains. C'est une source de beaucoup de confusion aussi actuellement, comme tu l'as dit. C'est dommage parce que en y regardant de plus près, on se rend compte que c'est pas si compliqué de bien manger, comme dirait Aimé Jacquet dans une pub. Mais voilà, c'est tellement un marché important aussi, que ce soit pour la nourriture toute simple, pour les compléments alimentaires ou pour les différents bouquins sur les régimes et choses comme ça, qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent, qu'il n'est pas facile de s'y retrouver et que moi je trouve ça assez dommage de vraiment complexifier à outrance quelque chose qui peut vraiment être facile et intuitif, quoi. Mais ça c'est un truc que j'avais vécu pendant, je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, le passage à l'euro, quand on était encore en francs et qu'on allait passer à l'euro et où tu écoutais aux infos un économiste qui allait te dire il faut passer à l'euro et puis tu en avais un autre qui te disait faut pas passer à l'euro. Et les deux sont économistes. Toi, t'es là, t'as quelques notions d'études, mais bon, voilà, hein, tu sais compter ce que tu as dans ton portefeuille, mais c'est tout. Et tu dois te faire un avis avec ça. Et la nutrition, je trouve que c'est un peu pareil, c'est que tu as des gens qui se disent nutritionnistes, spécialistes, etc., qui vont te dire il faut absolument faire ça, et toi, d'autres qui vont te dire il faut absolument pas faire ça, et toi, tu dois trouver quelque chose qui te correspond à faire, et c'est quand même assez compliqué, malgré que tu veuilles y mettre toute la bonne volonté, c'est très compliqué, je trouve. Et là, je crois que tu as dit quelque chose d'important, c'est trouver quelque chose qui fonctionne pour soi. C'est vraiment ça qui est important. Il y a des milliers de façons de manger différentes, que ce soit pour des raisons culturelles, religieuses, géographiques aussi. On mange pas pareil au pôle Nord que dans le Sahara, forcément. On n'a pas les mêmes produits disponibles. Donc, il faut vraiment arriver et il y a une question de budget aussi. Il faut vraiment arriver à trouver ce qui fonctionne pour soi et partant de là, pas hésiter des fois à faire quelques expériences, mais surtout aller au plus simple et avec quelques principes de base qui finalement sont communs à peu près à toutes les manières de manger, quoi. On en parlera tout à l'heure, mais il y a quelques grands, j'aime pas dire règles parce que c'est pas le terme, quelques grands principes qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, dans toutes les manières de manger dans tous les pays du monde et qui fonctionnent plutôt pas mal, quoi. Qui sont pas compliqués non plus à mettre en place si on a les bonnes informations. Et alors, est-ce que tu as toi qui dois être habitué à consulter justement du contenu pour toi, ta propre formation, et puis quand on s'intéresse à un sujet comme ça, on est souvent attiré par les sujets qui nous intéressent et on va consulter tout le temps du contenu. Est-ce que tu as finalement, avec l'expérience, tu as des moyens qui te disent bah là ce qu'il raconte, vaut mieux pas l'écouter, vaut mieux pas suivre ce conseil-là, c'est pas quelque chose d'adapté, et que finalement tous ceux qui sont un petit peu moins dans ce niveau de connaissance-là pourraient aussi appliquer des trucs et astuces pour savoir que là, on n'est pas face à quelqu'un de sérieux. Ce qu'il faut savoir
avec un peu de recul, moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'y intéresse vraiment et où j'ai un peu regardé ce qui se faisait avant, donc avant les années 2000. C'est assez cyclique, la nutrition, en fait. Les modes vont et viennent. Dans les années 90, c'était le tout 0% de matière grasse. Après, on est passé au non, c'est les protéines, c'est dangereux, ça bousille les reins, faut pas en manger. Et après, on est passé au tout gras, il faut plus manger de glucides du tout. Et puis là, je sais pas ce qui va arriver bientôt. On est sur la diète carnivore en ce moment là, dont on parle pas mal, où il faut manger que des produits carnés, où les légumes rendent malade. Enfin bref, parfois c'est complètement délirant. Je sais pas si un jour il y a quelqu'un qui va oser nous dire que boire de l'eau c'est dangereux, mais ça va peut-être arriver. Donc voilà, donc il faut prendre souvent comme pour tout, il y a un juste milieu, quoi. Manger trop de viande, c'est évident que c'est mauvais pour la santé. Enfin, manger que ça. Par contre, en manger un petit peu, il n'y a aucun problème. Les glucides, si on mange que des glucides et que du sucre hyper raffiné, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé. Par contre, il en faut pour être en forme. Les graisses, c'est pareil. C'est une question de juste milieu, quoi. Donc maintenant, arriver à repérer un peu les gourous et les charlatans, qu'est-ce que je pourrais dire? Se méfier des gens qui ont des certitudes absolues et qui prêchent pour une seule paroisse, quoi. Voilà, si je devais dire qu'une seule chose, quoi. Il n'y a pas une manière de manger, il n'y a pas un régime particulier qui est meilleur que les autres. C'est pas vrai, ça. Donc finalement, dès qu'on on détecte quelqu'un qui est un petit peu sur un sujet extrémiste, vraiment hardcore sur comme tu nous l'as dit, soit les produits carnés, soit les glucides, soit les légumes, voilà, dès qu'on nous dit ça, la sonnette d'alarme doit être activée, quoi. Pour moi, oui. Ça ne veut pas dire que cette personne-là aura pas raison, en partie au moins, sur certains points. C'est là où est le problème maintenant, c'est que euh, les connaissances sont tellement accessibles que n'importe qui peut aller pêcher une étude qui va confirmer ce qu'il a envie de confirmer, quoi. Alors, par contre, il y en aura une centaine d'autres qui vont infirmer ce qu'il aura envie de confirmer, et ça, il ne les citera pas. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut souvent marcher comme ça, quoi. Donc, attention aux gens qui prétendent tout savoir, et qui ont souvent un bouquin ou un complément alimentaire à vous vendre, quoi. Voilà. Ouais, La plupart, puis la plupart du temps, il y a une certaine mesure à garder, quoi. Puis ce qu'il y a, c'est que ces sujets-là aussi de la nutrition et puis ces côtés un petit peu extrêmes peuvent aussi très bien convenir pour certaines personnes qui ont des pathologies particulières, mais ça s'applique finalement à un public très ciblé, quoi. Oui, exactement. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler du régime cétogène, hein, on en parle beaucoup aussi en ce moment. C'est un régime qui a été conçu à la base pour soigner les enfants épileptiques. Voilà, mais ça a 100 ans, hein, quasiment, la chose, là. Et on s'est aperçu aussi que ça pouvait aider à perdre du poids. Donc, badaboum, voilà, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de manger keto, quoi. Voilà, donc ça a été à la mode pendant un temps, et puis après, c'est passé, et puis là, ça revient, et puis ça va repasser, et puis ça reviendra peut-être dans 30 ans, et ainsi de suite, quoi. Donc, oui, ça peut marcher. Tu parlais de certains régimes ou certaines façons de manger qui peuvent fonctionner pour certaines populations à certains moments. Oui, oui, ça peut le faire, mais c'est pas le Saint Graal. Voilà. Et ça peut aussi avoir des effets délétères sur certaines autres personnes qui, elles, ne devraient pas du tout manger comme ça, quoi. C'est vrai que le cétogène, si tu me corriges si je me trompe, mais c'est le fait de ne pas manger du tout de glucides et que le corps tourne uniquement sur les lipides. Ouais, et les protéines. Ce qui plaît du coup finalement beaucoup aux coureurs d'endurance, parce que on dit qu'au bout d'un moment, c'est les lipides qui vont prendre le relais et les glucides qui vont s'essouffler. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, parce que même la personne la plus sèche qui prend le départ d'un trail aura suffisamment de réserves corporelles de lipides pour tenir un ultra, voire deux ultras consécutivement. Voilà, que les glucides, forcément, au bout d'un moment, comme c'est stocké dans les muscles, sous forme de glycogène, si on n'en apporte pas par la boisson ou l'alimentation, ben, ça s'épuise et au bout d'un moment, il n'y a plus du tout, quoi. Voilà. Donc, l'idée du régime cétogène pour les trailers et les athlètes d'endurance, c'était, comme on consomme quand même pas mal de graisse à l'effort, c'est ne consommer que ça, finalement,
et habituer son corps à ne consommer que ça pour être le plus efficient possible. Voilà pourquoi c'est à la mode. Mais on s'est aperçu que ça avait quand même de sacrées limitations parce que, sans rentrer trop dans les détails, le régime cétogène, c'est un régime qui est très difficile à suivre. Il faut vraiment manger très très peu, voire zéro glucides. Donc ça coupe quand même une grosse partie enfin, certains groupes alimentaires qui sont intéressants par ailleurs. Et dès qu'on fait un écart, on casse ce phénomène de cétose, c'est-à-dire cette utilisation des corps cétoniques qui sont produits par l'organisme. Et il faut recommencer à zéro quasiment si jamais on mange une banane, par exemple. Ah voilà. oui. Moi, je caricature un peu, mais c'est assez raide à suivre, sans compter l'aspect social qui est pas évident non plus, quoi. Voilà. Mais ça c'est aussi vrai pour finalement l'aspect social pour tous les régimes. Bah, Tous ceux qui essayent d'être même végétariens, parce que végétarien finalement c'est pas extrême comme non, pas type du de tout. régime, et rien que ça, socialement surtout là on enregistre nous mi-août à la période des barbecues. Bon courage. Ouais, et puis c'est bon, alors je tiens à préciser que je fais pas de considération au niveau éthique là, au niveau bien-être animal, tout ça, c'est pas du tout le propos. C'est des choses qui, plus on a de règles et de contraintes, plus c'est compliqué à suivre. Voilà. Au final, une personne omnivore qui mange un peu de tout en quantité raisonnable et qui sait varier son alimentation, ce sera la personne qui s'adaptera le mieux à n'importe quelle situation, quoi. Parce que quand il y aura de la viande, elle pourra en manger. Quand il y aura pas de viande, justement, elle saura où trouver les protéines, par exemple, dans une alimentation végétale et ainsi de suite, quoi. Une personne, par exemple, qui mange que paléo, c'est l'alimentation soi-disant de nos ancêtres. Si on lui présente un bol de riz, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas. Qu'est-ce qu'elle dit, du coup? Voilà. Donc, il y a des personnes qui suivent souvent en majorité un type de régime, mais qui savent s'en écarter suivant les circonstances, et d'autres qui ont du mal à bouger de leur ligne de conduite parce que le menu change de manière imprévue, et ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que pour bien manger, il faut finalement pas avoir peur de faire des écarts sur son comportement alimentaire du quotidien. Absolument. Pour bien manger, pour bien le vivre, en tout cas. Après, un écart, quand on parle d'écart, c'est souvent quelque chose qui a un petit extra et qui est en plus de ce qu'on mangerait naturellement ou de manière intuitive, et dont on sait que c'est pas forcément le meilleur choix pour sa santé. C'est ça, quand on parle d'écart, en général, ce qu'on veut dire. Après, s'écarter, dévier un peu de sa ligne de conduite, oui, si on est capable de le faire, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, à mon avis, est plus viable sur le long terme. Parce que trouver ce qui fonctionne pour soi, c'est d'abord trouver l'alimentation qui nous convient et qui fait qu'on est en forme et en bonne santé, mais c'est aussi celle qu'on peut faire de 0 à 99 ans. Enfin, de 0. On n'a pas le choix quand on est, mais je veux dire, une fois qu'on est adulte et en charge de son alimentation, c'est aussi l'alimentation qui convient, c'est celle qu'on peut pratiquer tout le temps. Voilà, et le plus longtemps possible avec le meilleur résultat possible. Et alors, tu vas me corriger si je me trompe, mais il y a une espèce de, tu l'as dit tout à l'heure, là, il y a une espèce d'instinct chez les êtres humains qui savent ce qu'ils vont manger, c'est bon ou pas. Je prends souvent l'exemple de la pomme. Si tu montres une pomme à quelqu'un qui n'a jamais vu de pomme de sa vie et que tu lui mets une pomme qui est complètement pourrie et une pomme qui est bien belle, bien mûre, bien rouge et qui donne vraiment un aspect qui avait envie d'être mangé, instinctivement, la personne va se tourner vers la pomme qui est appétissante, qui est appétissante, qui l'attire. Et alors, est-ce que cet exemple-là, on peut l'appliquer de façon générale et de savoir, parce qu'on entend souvent, moi je pense que je mange bien, tu vois, mais en fait, est-ce que tout le monde sait instinctivement ce que c'est que bien manger? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Autant pour un aliment, on saura tous faire la différence entre un morceau de viande avarié ou un morceau de viande frais ou un fruit, comme tu as dit. Autant bien manger, il y a tellement d'informations que finalement, qu'est-ce que c'est que bien manger, quoi. Et pourquoi faire? Est-ce que c'est bien manger pour vieillir le plus longtemps possible? Voilà. Là, on sait que, par exemple, pour augmenter l'espérance de vie, on aurait tendance à réduire la consommation de calories.
mais est-ce que ça vaut le coup finalement peut-être de vivre super longtemps, mais sans énergie et en étant raplapla toute la journée? Voilà, est-ce que bien manger, c'est bien manger pour faire du sport, pour prendre du muscle, pour perdre du gras, voilà, ça dépend. C'est très personnel comme définition à mon avis, ça, et ça dépend des objectifs qu'on se fixe, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a pas un modèle copier-coller bien mangé. Je crois pas. En tout cas, moi, dans les personnes que j'accompagne, j'essaie de vraiment les aider à trouver ce qui fonctionne pour elles et ce qu'elles peuvent faire le plus longtemps possible avec le moins de difficultés possible, voire pas de difficultés du tout si possible. Hmm. Alors là, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, vous vous rendez compte qu'on est vraiment sur l'aspect général de la nutrition et qu'on va pas rentrer aujourd'hui dans le comment, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour un sportif d'endurance. On est sur les grandes règles de la nutrition et on traitera de ces sujets-là évidemment dans d'autres épisodes. Mais Laurent, est-ce que tu peux nous dire comment ça marche le cheminement d'un aliment à partir du moment où il rentre dans notre bouche? Qu'est-ce qui s'y passe et est-ce qu'il y a des particularités de l'être humain en fait à sa nutrition? La digestion, tu veux dire? Voilà, exactement. Voilà. Donc, tu l'as dit, première étape de digestion, c'est la mastication. C'est quelque chose de très, très important. C'est pour ça que manger lentement est une chose primordiale, selon moi, pour déjà bien digérer, bien assimiler, parce que quand on mâche, les dents écrasent, donc elles broient les aliments qui seront du coup plus petits une fois qu'ils seront avalés et qui donneront moins de travail à l'estomac et à l'intestin pour bien le décomposer et l'assimiler par la suite. Autre chose, quand on mâche, on imprègne les aliments de salive. Dans la salive, il y a des enzymes qui commencent déjà à digérer les aliments, en particulier les glucides. Donc ça, plus on prend le temps de mâcher, plus on gagne de temps et plus on facilite le confort digestif par la suite. D'ailleurs, c'est un truc important à savoir en course, ça. C'est-à-dire que ça sert à rien de gober son ravitaillement. Si vous décidez de manger quelque chose de solide, mâchez-le bien, prenez le temps de le faire. Ce sera toujours ça de gagner pour après. Ensuite, on l'avale. Ça arrive dans l'estomac, où là, il y a plein de mécanismes de décomposition avec l'acide chlorhydrique qui est dans l'estomac et les diverses enzymes qui sont produites aussi par cet organe qui au final, c'est comme si vous mettiez tout ça dans un mixeur. Voilà, et que vous appuyez sur on, et voilà un peu le travail de l'estomac. C'est de fluidifier le bol alimentaire le plus possible, de réduire les aliments à leur portion la plus petite possible, pour qu'ensuite ils puissent passer dans l'intestin, où ça continuera encore un peu, ce système de digestion, mais beaucoup moins que dans l'estomac. Et c'est dans l'intestin où ces aliments, le chyme, ça s'appelle, c'est-à-dire l'espèce de purée qui va sortir de l'estomac, va commencer à être absorbé par les cellules de l'intestin et pour passer dans le sang et pour finir après dans les différents organes du corps. Voilà comment on peut schématiser. Alors après, il y a différents facteurs qui accélèrent, qui ralentissent cette digestion. Les différents nutriments qui sont digérés ne vont pas tous au même endroit à la même vitesse, mais c'est à peu près ce qui se passe dans l'organisme une fois que c'est avalé, quoi. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un point qui est essentiel parce qu'on a souvent bon, c'est connu, hein, la majorité des abandons sont dus justement à un problème de nutrition. Les gens n'arrivent plus à manger. Et finalement, de comprendre le cheminement, le déroulement, ça peut aussi parfois, pour certains, expliquer certains problèmes. Le fait de simplement, comme tu l'as dit, de manger trop vite, avaler ces trucs, et puis que ça complètement noue l'estomac, et puis qu'il n'arrive plus à assimiler tout ça. Et ben ça peut du coup être une des causes des problèmes, quoi. Ça peut être une des causes, c'est pas la seule, parce que là on parle un peu du côté mécanique de la chose. Après, il y a le côté qualitatif, la quantité, la concentration des boissons, si on boit assez ou pas, ça aussi c'est quelque chose de super important à l'effort. Et différents sels minéraux et nutriments qu'il y a dans ce qu'on peut prendre en course. Voilà, mais effectivement, je pense que comprendre au moins un minima ce qui se passe dans l'organisme quand on se ravitaille ou même quand on mange tous les jours, savoir
comment c'est assimilé, où ça va, comment, ce que ça déclenche comme réaction dans l'organisme. C'est intéressant pour savoir un petit peu ce qui se passe justement et puis prendre des bonnes décisions ensuite. Et alors, du coup, ce système-là de digestion des aliments, c'est quelque chose qui s'entraîne au quotidien. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir une meilleure digestion que d'autres et que c'est un processus qu'ils auraient travaillé d'une certaine façon? Alors, on est tous plus ou moins sensibles à certains aliments. Ça, je pense que c'est une grande part de génétique. Il y a des gens qui supportent pas, je sais pas moi, les pruneaux par exemple, ou d'autres les brocolis, ou d'autres qui sont allergiques aux œufs. Enfin, voilà. Donc là, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à y faire, même si on s'entraîne à en manger plus. Si on est intolérant, voire pire allergique, on laisse tomber. Au contraire, on apprend à éviter ces choses-là pour pas se créer de soucis. Après, oui, on sait que plus on mange de glucides, plus on devient capable de les digérer facilement et de les absorber mieux. Pareil pour les lipides. Plus on en mange, plus on est efficace. C'est une histoire de production d'enzymes par l'organisme. L'organisme s'adapte à ce qu'on lui donne tous les jours et voilà. C'est pour ça qu'on parlait du régime cétogène tout à l'heure. Si on mange pas du tout de glucides, le jour où on en remange, eh ben le corps il sait plus trop quoi en faire, quoi. Donc ça peut poser des soucis, quoi. Pareil pour les matières grasses ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui s'entraînent. Avoir une bonne santé au niveau flore intestinale, c'est aussi important pour pouvoir bien digérer et bien absorber tout ça. Ensuite, que dire de plus au niveau de l'entraînement? S'entraîner à manger et à boire à l'effort. On en parlera peut-être dans un futur podcast de ça, mais c'est quelque chose qui, oui, s'entraîne assez facilement d'ailleurs, mais qu'on néglige souvent, et c'est dommage parce que ça permet quand même d'éviter pas mal de troubles digestifs avec un petit peu de prévention sur les semaines avant une course. C'est vrai que tu parlais de la flore intestinale, on dit que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Certains le mettent même au rang de premier cerveau. Et c'est vrai que ça s'entend, c'est la première barrière c'est une barrière immunitaire. C'est la dernière frontière aussi entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. Mais là, c'est en plein boom cette recherche là-dessus. Mais personnellement, je suis pas encore assez. J'ai pas de conclusion définitive là-dessus. Voilà, il y a plein de recherches qui sortent, diverses et variées sur plein de sujets différents. Moi, j'arrive pas à suivre tout ce qui arrive là-dessus. On sait juste que c'est quelque chose de très important, qui est très variable d'un individu à l'autre. Donc, il n'y a pas de règle en fait là non plus. Et on n'en est pas encore à quelque chose de prescriptif par rapport à ça. Voilà. On sait que c'est important, on sait qu'il y a des choses qui se passent, que ça peut expliquer certaines maladies chez certaines personnes. Voilà. On sait que ça peut expliquer certaines intolérances ou d'autres choses comme ça. On ne sait pas si c'est réversible dans tous les cas, dans tous les cas de figure ou pas. On ne sait pas si c'est entraînable dans tous les cas de figure ou pas. Ça demande encore pas mal de travaux et d'études pour avoir des certitudes. C'est bien, c'est qu'il reste. C'est ça, il reste des choses à apprendre et à travailler. Oui. Heureusement. Et puis heureusement. Et puis cet aspect-là de la nutrition va occuper pas mal de place, à mon avis, dans les années à venir. Ok. Voilà. Depuis donc là, encore, on revient à ce qu'on disait au début du podcast. Méfiez-vous de ceux qui vont arriver avec des certitudes toutes faites, surtout s'ils ont des probiotiques à vous vendre. On n'a absolument aucune idée de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne pas, à part dans de très très rares cas sur des choses vraiment très ciblées, quoi. Voilà. Donc vigilance là-dessus si jamais ça arrive dans quelques temps, quoi. Bah, c'est peut-être ça le futur courant peut-être dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Depuis le début, on prononce pas mal de termes qui sont un petit peu rentrés dans le langage courant quand on s'intéresse un peu au domaine de la nutrition sportive et même de la nutrition générale. C'est tout ce qui est glucides, lipides, protéines, tous ces noms-là.
On entend aussi parler de micronutrition. Ouais. Qu'est-ce qui est important à savoir dans toute cette science, dans tous ces mots scientifiques qui, pour certains, font un peu peur, Ouais. pour simplifier un peu tout ça? Alors, on va parler, pour faire simple, hein, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Donc, en gros, les protéines, c'est tout ce qui est dans les viandes, les œufs, le poisson, les légumineuses, le soja, et qui va apporter un peu des briques à l'organisme au niveau musculaire, mais pas que, aussi au niveau hormonal et enzymatique et au niveau de l'immunité. Voilà, donc ça, c'est le macronutriment protéines. Les glucides, vous savez, je pense, tout ce que c'est. Ce sont soit les sucres simples comme le sucre de table, le fructose, des choses comme ça, ou les sucres plus complexes, c'est-à-dire avec un ensemble de glucides plus important, tout ce qui est ce qu'on appelle les féculents, hein, pour faire simple, mais aussi les glucides qui sont digérés plus lentement, comme ceux des légumes. Voilà. Les lipides, c'est les graisses. Donc, différents types de graisses, avec chacune leur propriété différente. Donc ça, c'est pour les macronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être vitamines et minéraux, et comment dire, les phytonutriments qu'on trouve aussi dans la nourriture. Voilà. Donc ça, il y en a tellement que ça serait trop long de tout lister. Mais c'est à peu près les deux classifications qu'on peut trouver. Sachant que chaque aliment contient des macros et des micronutriments dans des proportions variables. Et que du coup, admettons, moi, François, j'ai envie d'aller me faire accompagner d'un professionnel de la nutrition pour préparer une course ou pour perdre du poids ou pour en prendre, bref, Ouais. pour une raison X ou Y. Qui je dois aller voir? Un nutritionniste, un micronutritionniste? Qu'est-ce qui existe comme... Le nutritionniste, normalement, c'est un terme réservé aux médecins. C'est médecin nutritionniste. Voilà. Donc là, peut-être que pour quelqu'un en bonne santé comme toi, il n'y a pas besoin d'aller directement voir un médecin, à part si c'est quelqu'un qu'on t'a recommandé en particulier et qui est bon sur tel ou tel domaine, pour le sport, par exemple. Voilà. Ensuite, le diététicien ou la diététicienne, c'est quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui a une formation dans le médical là-dessus, et qui sera aussi apte à te conseiller. Et après, le micronutritionniste, je ne sais pas si ça existe comme. Je pense que c'est plutôt une spécialité, soit du diététicien, soit du nutritionniste. Lui, il va plutôt agir sur les petits éléments qu'on, auxquels on ne pense pas de premier abord. Voilà. Mais je pense qu'il faut d'abord couvrir les bases, c'est-à-dire avoir un apport énergétique suffisant pour tes objectifs. Une alimentation de bonne qualité en termes qualitatifs, c'est-à-dire des produits sains et pas transformés. Voilà. Ensuite, une bonne répartition en fonction encore de tes objectifs au niveau des protéines, des glucides et des lipides. Et selon moi, si tu n'as pas de problème de santé, après le reste se fait tout seul, quoi. Les micronutriments, si ton alimentation est variée et qu'elle est suffisante, t'as pas trop à te soucier de savoir si tu vas tomber en carence de tel ou tel truc, quoi. À moins que tu aies une prédisposition particulière à, je sais pas, une anémie ou des choses comme ça, mais il n'y a pas trop besoin d'aller chercher dans nos pays, en tout cas, des choses trop compliquées au niveau micronutrition. Voilà, c'est sauf si vraiment tu vois que tu as un souci particulier et que tes bases sont couvertes 90% du temps, là tu pourras aller investiguer de ce côté-là, voir s'il n'y a pas un souci sur tel ou tel aspect. Mais dans la plupart des cas, à mon avis, c'est pas la peine d'en aller jusque-là, au moins au début, quoi. De toute façon, enfin, si on va, du coup, si je comprends bien, voir un coach en nutrition dans un premier temps, cette personne, si elle est sérieuse et qu'elle voit qu'elle a atteint ses limites de connaissances et son domaine de travail, elle va nous orienter vers la personne qui sera la mieux adaptée. Dans l'idéal, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Ok. Alors, déjà, c'est intéressant hein, d'avoir un petit peu de refaire le clair là-dedans parce que, comme on dit, on entend souvent ces mots-là, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et, donc, tout le monde ne le sait pas et c'était important aussi de l'établir. Et alors,
encore un autre truc qui peut paraître tellement évident et naturel et vital, c'est l'eau. Mais finalement, Ouais. pourquoi on boit? Pourquoi on boit? Parce que l'eau est essentielle à la vie. Voilà, tout simplement. On est fait à 65-70% d'eau et on peut mourir de soif parce qu'on est déshydraté très rapidement. Alors que mourir de faim, c'est quelque chose qui malheureusement arrive, existe dans le monde, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus rare quand on a accès à de la nourriture. L'eau, c'est primordial, quoi. Ça fait vivre nos cellules, c'est bon pour la peau, enfin, pour nos muscles, pour nos organes, pour notre cœur. Ça, voilà, c'est bête à dire, mais il faut boire pour vivre, tout simplement. C'est, c'est, Voilà. euh, Il y a un truc qui est pas entraînable, par exemple, c'est s'entraîner à se déshydrater. Ça marche pas. On Alors, peut s'entraîner. s'entraîner à se déshydrater, c'est intéressant, Ouais. ça. Comment? Je sais pas si tu te souviens, Mimoun, là, qui à Melbourne en 56, je crois, gagne son marathon sans boire une goutte d'eau. C'était la tendance à l'époque, quoi. Voilà, on boit pas quand on court parce que ça fait mal au ventre et tout ça, quoi. Maintenant, c'est une hérésie de faire ça. Hmm. Voilà. Tout le monde boit quand il va faire du sport. Enfin, j'espère en tout cas. On sait le rôle important de l'hydratation sur l'organisme et encore plus pour les athlètes ou même pour les gens en général. Donc, on peut s'entraîner à plus boire pour assimiler plus d'eau, des choses comme ça quand on fait du sport. Par contre, s'entraîner à se déshydrater, ça sert à rien. Ça apporte aucun bénéfice, quoi. Ouais, si on a soif, on boit. Bah oui. Voilà. Alors, Logique. voilà. C'est au repos, je veux dire, quand on a soif, on boit. Après, il y a différents courants à l'effort. Est-ce qu'il faut boire quand on a soif ou est-ce qu'il faut suivre un plan de route établi? Je pense qu'on pourra en parler une autre fois. Ça, c'est un sujet à part entière. Hmm. Avec toutes les boissons d'effort qu'on voit et qui sont toutes différentes. Enfin, ça là aussi, c'est pareil, hein, on en revenait Alors, tout ça a à l'heure. coupé mon réseau, là. J'ai pas entendu le début de ta question. Je disais, c'est là aussi un sujet qui demande à être dépoussiéré avec toutes les boissons d'effort Oula, qu'on peut oui. trouver sur le marché. Ouais. Ouais, ouais, là, il y a tellement de choses. Chaque vendeur va te dire que sa boisson, c'est la meilleure, ce qui est normal, hein. Faut qu'il vende son produit. Voilà, je pense qu'on pourra en faire l'hydratation et les boissons à l'effort, pendant l'effort, ça fait un sujet bien complet pour une autre émission, je pense. Top. Est-ce que finalement, quand on parle de nutrition, il n'y a que le fait de manger qui est important? C'est-à-dire? Est-ce que il n'y a que ce qu'on va mettre dans notre corps qui est important pour tout ce qui va être de l'assimilation, de la digestion et de notre forme en général, ou est-ce qu'il y a d'autres par exemple, je pense au sommeil, je pense D'accord. au fait de quand est-ce qu'on va manger dans notre cycle de la journée, etc. Ouais. Alors ça, on s'est aperçu, on a longtemps cru que l'adage déjeuner comme un roi et tout jusqu'au au repas du soir où tu manges très peu était super important finalement. À part des objectifs très particuliers, le nombre de repas dans la journée et le moment où on les prend, ça a finalement assez peu d'importance. Voilà. La seule nuance que je pourrais apporter moi pour des sportifs, c'est quand on essaie de prendre du muscle, où là il faut arriver à manger régulièrement et des quantités minimales à chaque repas pour justement favoriser la prise de muscle. Mais pour des personnes qui veulent maintenir leur poids ou même perdre du poids, il n'y a pas de il n'y a pas de règle par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que des protocoles comme le jeûne intermittent ou une répartition classique des repas fonctionnent aussi bien, quoi. Tant qu'on arrive à maîtriser sa consommation calorique sur la journée, le reste, finalement, c'est un outil pour y arriver plus ou moins facilement, quoi. Voilà. Donc, c'est pas primordial, quoi. Donc, encore une fois, on en revient à ce qui fonctionne et ce qui est le plus facile à faire pour soi. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se faire une côte de bœuf au petit-déj. Je prends l'exemple qui me vient. Oui, 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 ouais. Et puis se faire un petit-déj le soir, quoi. Ouais. Ça, Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, évidemment, à condition que dans, dans ta journée, tu aies suffisamment de fruits, de légumes, de choses comme ça, voilà, pour un aspect santé et un aspect qualitatif, mais que tu fasses ton petit déj le soir et ton dîner le matin, au final, si c'est comme ça que ça marche pour toi,
Il n'y a aucun problème. Voilà. Au Ensuite, final, c'est voir sur la journée, ou peut-être ouais, même sur la voir la semaine. journée, voir la semaine, même, à la rigueur, oui. C'est vrai qu'on est, j'ai tendance à croire qu'on est un peu des aides d'habitude, donc avoir un schéma régulier, ça permet au corps d'être dans une certaine routine et de pas trop le prendre par surprise et de pas le forcer à des adaptations un peu sans arrêt. Mais au final, on peut très bien sauter le petit-déj ou le dîner en fonction de comment on se sent et de l'activité qu'on a, quoi. Là où ça devient comment dire, plus compliqué de manger de manière anarchique, c'est quand on s'entraîne beaucoup. Et où là, par contre, il faut quand même qu'on ait un apport calorique suffisant pour récupérer et puis pour être performant. Donc, si on s'entraîne beaucoup, à moins de faire des repas énormes, ce qui n'est pas super pour le confort digestif, ni même pour l'assimilation, on aura tendance à avoir une répartition plus étalée sur la journée, par exemple, avec des repas plus centrés sur la récupération après un effort, si on s'entraîne 2 fois par jour, ou des choses comme ça. Mais ça ne concerne pas tout le monde, quoi. Finalement, même si dans la population de trailers, on a quand même a tendance à faire pas mal de séances sur la semaine, pour la population générale, c'est pas primordial, quoi. Voilà. Et puis il y a une chose importante aussi, c'est arriver à écouter sa faim. Ça, c'est des choses qu'on a perdu l'habitude de faire, parce que quand on était petit, on nous disait faut finir ton assiette, ou parce qu'on est tout le temps pressé, ou parce que on n'a que 20 minutes pour manger le midi, ou des choses comme ça. En plus de manger lentement, donc arriver à reconnaître un peu ou à apprendre à reconnaître à nouveau ces signaux de faim. C'est quand j'ai plus faim, j'arrête de manger, je finis pas mon assiette juste parce qu'il en reste un petit peu, quoi. Ou alors, là j'ai faim à ce moment-là, mais vraiment faim, c'est-à-dire j'ai la tête qui tourne, tout ça. Même si c'est pas l'heure de manger, on peut manger un petit truc, quoi. Voilà. C'est des choses qui sont importantes des sensations qui sont importantes à retrouver, quoi. Et à écouter. Voilà, c'est ça. C'est finalement enfin, si je résume un peu tout ce qu'on vient de se dire dans cet épisode, c'est du bon sens et de l'écoute de son corps. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure dans la recherche de quelqu'un pour t'accompagner pour t'aider à mieux manger, il faut aussi que la personne s'adapte à toi, à ton mode de vie. Pas qu'elle te donne un plan alimentaire tout forgé gravé dans le marbre et qui peut pas bouger, quoi. Parce que ça fonctionnera pas, quoi. Ça marche aussi au feeling et faut trouver la personne qui te convient, quoi. Et la personne qui te convient à toi, qui t'aidera toi, aidera pas forcément ton voisin de la même manière et ça collera peut-être pas, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment s'adapter au travail, à la vie de famille, aux convictions personnelles des gens pour arriver à les aider au mieux, quoi. Mais ça, c'est pour tout. Enfin, c'est vrai surtout quand on est dans le domaine de l'accompagnement, il faut qu'il y ait un espèce de feeling qui corresponde à chaque personne. Et puis, Ouais, mais c'est pas évident. Enfin, ben, souvent dans la nutrition, ça change hein, en ce moment, mais moi, les retours des gens que j'ai en suivi qui viennent me voir, souvent, quand ils ont vu un nutritionniste ou un diététicien avant, c'était comme ça et pas autrement, quoi. Il n'y avait pas d'adaptation possible. Alors, c'est en train de changer, tant mieux, mais on s'aperçoit qu'il y avait vraiment un travail d'accompagnement et d'adaptation aussi à faire en fonction des personnes. Et c'est pareil pour l'entraînement, c'est pareil pour plein d'autres choses. ouais, c'est tous les sujets de l'accompagnement en fait sont soumis à cette règle de l'adaptation. Ben, c'est la personne en premier, et après on construit ce qu'on fait autour de ça, quoi. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des principes à suivre, mais on voit comment est-ce qu'on peut les prioriser ou les adapter, ou même certains de temps en temps les mettre de côté un temps pour que la personne arrive à progresser sur d'autres aspects. Voilà, là on rentre plus dans le coaching que dans la- l'alimentation pure et dure, quoi. Parce que finalement c'est ça qui est difficile, quoi. C'est le faire en fait. C'est pas le savoir parce que tout le monde peut acheter ou dévaliser le rayon nutrition d'Amazon ou de la bibliothèque ou de la librairie du coin et avoir plein d'informations. Les mettre en pratique, c'est plus dur, quoi. Et c'est là où il y a beaucoup de façons de faire et beaucoup de place pour les expérimentations justement et puis pour tester des trucs et prendre le temps de voir ce qui fonctionne vraiment pour soi. Ça, c'est primordial, ça, c'est le passage à l'action avec une brique après l'autre, et puis pas vouloir révolutionner son mode de vie
d'un coup, parce que souvent ça fait trop de changements d'habitude Absolument. instantanément et on ne tient pas en fait. C'est les fameuses bonnes résolutions du nouvel an. Ben ouais, il y en a trop d'un coup et il n'y en aurait qu'une qu'on arrive à suivre toute l'année ou qu'on tient pendant un mois et puis une fois qu'elle est acquise, on passe à la suivante. Il y aurait beaucoup plus de progrès à mon avis. Là, quand on veut tout changer d'un coup, c'est sûr que ça fonctionne pas, quoi. Ça tient un temps parce que c'est un peu le mode commando au départ. Et puis, dès qu'il y a un petit grain de sable qui arrive, ça commence à se dérégler et là c'est fini. Voilà. C'est comme tous ceux qui veulent se lever plus tôt pour s'entraîner, par exemple. Du coup, tu t'enlèves des fois peut-être 2 heures de sommeil d'un coup. Et puis ton corps, au début, bon, ça tient. Mais au bout d'un moment, il te dit c'est bon, je suis fatigué là. Ça va bien faire ton histoire. Exactement, ouais. Alors qu'il aurait peut-être fallu prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire au lieu de se lever plus tôt, se coucher plus tôt aussi. Et du coup, le lever le plus tôt, une fois par semaine au moins pour commencer. Si c'est faisable, ou une fois tous les 15 jours. Bon, après, si c'est qu'une fois par an, ça sert à rien, on est d'accord. Mais ouais, il faut y aller petit à petit, pas se fixer des objectifs. Il faut être sûr de réussir quand on fixe un objectif là-dessus. Voilà. Même s'il faut le simplifier à outrance, on a tout le temps après de le rendre plus conséquent, plus important ou plus fréquent, peu importe ce qui fonctionne, quoi. Et ça, c'est propre à notre société du tout de suite, sans effort. Oui, sauf que là, on en demande des efforts, justement. Et que ça se rajoute aux efforts qu'on fait déjà tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, quoi. On se rajoute un stress quelque part. Tant que c'est pas devenu d'habitude, c'est quelque chose de stressant. Parce qu'on se l'impose et que c'est pas naturel. Et ça, il faut en tenir compte. Super. Bah écoute, Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet des fondamentaux de la nutrition? Est-ce qu'il y aurait un domaine qu'on n'aurait pas abordé? Là, je vois pas. À brûle pour point comme ça, là, je vois pas. Je pense ce que je peux dire, c'est on aura le temps de parler de plein d'autres choses dans d'autres émissions. Et c'est tellement vaste la nutrition que on aura des sujets de conversation encore nombreux et variés dans les mois qui viennent. Voilà. C'est évident. Quand on parle nutrition, on peut en avoir pour un bon moment. Ouais, parce que là, on n'a pas parlé de comment organiser son assiette, quelle quantité exacte, sans forcément être exact, mais comment mesurer les quantités, quelles calories il faut, est-ce que ça sert à quelque chose de compter les calories, voilà, quels aliments sont les meilleurs, est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui sont meilleurs ou pas que d'autres, voilà, il y a plein de sujets encore à explorer. Ouais, tout ce qui est de l'entraînement dans certaines conditions, etc. C'est absolument. L'entraînement et la compétition aussi. Bref, on en a pour un moment. Et puis, si vous êtes au premier épisode et que tous les autres sont sortis, on vous encourage à aller poursuivre la découverte. Absolument. Voilà. Allez, merci Laurent. Et puis à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.